L'agence de notation américaine Moody's a relevé la note du Sénégal. Elle passe désormais de B1 à BA3 avec une perspective stable. La compagnie aérienne nationale du Cameroun renforce sa flotte. La Camerco vient de se doter de 2 aéronefs. Mauvaise nouvelle pour les vins sud-africains, ils sont sujets à une concurrence des meilleurs Bordeaux ou Bourgogne dans les classements internationaux. Bonne nouvelle pour le Sénégal. L'agence de notation américaine Moody's a relevé la note du pays, la faisant ainsi passer de B1 à BA3 avec une perspective stable. Moody's justifie cette décision par la croissance élevée du pays, tirée vers le haut par les investissements publics et les efforts du gouvernement sénégalais pour consolider sa fiscalité. Une bonne nouvelle pour l'économie du pays, mais différemment appréciée par cet économiste sénégalais. Le relèvement de cette note, c'est tout simplement adressé aux investisseurs et à une petite élite sénégalaise dont les intérêts sont très différents des intérêts du peuple sénégalais. Selon le ministère de l'économie et des finances du Sénégal, ce reclassement permet au pays de quitter la notation B1 qui caractérise un crédit très spéculatif, un PIB par habitant faible et une déficience des infrastructures. En outre, le Sénégal réduit la vulnérabilité de son économie et le spectre d'un défaut sur sa dette. Par ailleurs, Moody's table sur une croissance à moyen terme fixée à 6,5% pour le Sénégal. Ces taux de croissance qui ferait sans doute jubiler des pays en quête de relance économique est pourtant décrié par l'économiste chercheur. Les 6 ou 7 ou 10%, ça n'a absolument aucun impact sur le quotidien des Sénégalais. Le consortium pour la recherche économique et sociale, qui est un think tank lié plus ou moins au régime, a fait un rapport pour montrer qu'entre 2011 et 2016, la pauvreté a augmenté. Il y a près de 47% de Sénégalais qui vivent dans la pauvreté. Avec le relèvement de la note du Sénégal à BA3, le pays rattrape la Côte d'Ivoire et reste avec ces derniers les 2 pays subsahariens à atteindre cette notation. Il devance des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Gabon ou encore l'Égypte. Au Sénégal, l'électricité coûte cher comparée aux pays de la région et la production nationale est insuffisante. Pour combler ces déficits, le gouvernement a lancé un programme énergétique dont l'un des projets fait polémique, la construction de la centrale à charbon de Sendou. En 2013, les habitants de Bargny ont vu l'implantation de cette centrale d'un mauvais œil, trop proche des habitations trop polluantes. Certains habitants du village se sont battus contre la poursuite des travaux, mais en vain. Le sentier désormais trop avancé, il propose une alternative. Nous, on n'a pas dit non à la centrale. Nous avons proposé la substitution du charbon par le gaz. Étant donné que le gaz est moins polluant, et c'est sûr que les effets négatifs vont être diminués de plus de 30%. C'est pourquoi nous avons proposé que dès maintenant, qu'on utilise le gaz à la place du charbon. Dans la petite ville où l'on vit de la pêche, on s'inquiète des retombées de particules de charbon. Mais cette centrale qui produira 11% de la production d'électricité nationale est vue par le Sénégal comme une aubaine pour rendre les pays autonomes en énergie. La Banque africaine de développement qui a participé au financement du projet s'est assurée que les normes environnementales seraient respectées. Du point de vue environnemental, le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social qui a pu démontrer que toutes les normes de rejet sont respectées et que les autres aspects environnementaux sont maîtrisés. Cette centrale est l'une des 6 prévues par le plan Sénégal émergent. L'inquiétude des habitants de Bargny est loin d'être apaisée. L'ouverture de la centrale est prévue avant la fin de l'année.
Les gouvernements africains, les représentants du secteur privé, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement ont été invités à Abidjan en Côte d'Ivoire à redoubler d'efforts pour accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, la croissance inclusive et la création d'emplois décents en traduisant les divers engagements agricoles en actions concrètes. L'appel a été lancé lors de la cérémonie visant à désigner officiellement la Côte d'Ivoire comme pays hôte de l'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique à Gerve. Ce pays ouest-africain sera le premier pays africain francophone à abriter le forum annuel. On a des partenaires scientifiques qui sont derrière aussi. Il y a le BAD, il y a l'Union africaine. Alors c'est vraiment un partnership entre ces organisations qui amène le AGRF. Et comme le président a dit, l'année dernière, on a vu beaucoup on a eu 30 milliards de dollars qui étaient committés, qui étaient sur l'agriculture. Principale rencontre continentale consacrée à l'agriculture, le Forum 2017 se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre 2017. Choisi pour avoir su positionner l'agriculture au cœur de la transformation économique, la Côte d'Ivoire compte parmi le peu de pays africains ayant réalisé les plus importants investissements dans le secteur agricole qui ont débouché sur d'importantes avancées dans le domaine de la productivité agricole et de la performance économique globale. À l'époque, la Côte d'Ivoire était placée parmi les premiers pays en Afrique qui ont des infrastructures économiques à niveau. Nous avons investi dans les secteurs sociaux, les universités, les écoles, les hôpitaux. Ce sont les recettes tirées des exportations de nos produits agricoles qui ont permis de faire cet investissement. Portant sur le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture ». L'AGRF 2017 va réunir des experts agricoles, des acteurs du secteur public et privé pour débattre, partager des expériences et adopter des mesures concrètes visant à améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Les précédentes éditions se sont tenues au Kenya en 2016, en Zambie en 2015, en Éthiopie en 2014, au Mozambique en 2013, en Tanzanie en 2012 et au Ghana en 2010. La compagnie aérienne nationale camerounaise Camerco renforce sa flotte avec l'acquisition depuis le 19 avril 2017 de 2 aéronefs de marque Boeing 737-700 NG. La cérémonie officielle de remise des documents consacrant l'acquisition définitive de ces avions a eu lieu à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. La cérémonie à laquelle nous venons de prendre part a consacré l'acquisition définitive au profit de Camerco des 2 avions Boeing 737-700 nouvelle génération qui étaient jusque-là loués auprès de ACG. Indéniablement, c'est un grand moment de soulagement pour la Camerco qui a dû dépenser environ 19 milliards de francs CFA pour la location de ces avions pendant 5 ans entre 2011 et 2016. Cette acquisition soulage par conséquent la trésorerie de Camerco qui pourra mieux maîtriser ses charges. La compagnie dispose désormais de 5 avions en propriété. Les 2 Boeing 737-700 NG, entendez Next Generation, 2 MA60 de marque chinoise et un Boeing 767-300 ER. Ces avions acquis font partie de la 3e génération des Boeing 737. Il s'agit là des courts à moyen courrier. La valeur de l'achat des 2 avions est de 41,4 millions de dollars. La valeur estimée des avions est de 46 millions de dollars. Les Boeing 737 sont des avions de ligne les plus vendus au monde. Ils sont construits par la société américaine Boeing depuis 1965.
Assainir et réformer le secteur minier est un des défis phares du gouvernement du président Muhammadu Buhari. Dans ce sens, le ministre du Développement des Minéraux Solides, Kayode Fahimi, a informé jeudi le président Muhammadu Buhari du prêt de la Banque mondiale de 150 millions de dollars approuvé dans ce secteur. Le ministre a déclaré face aux journalistes que le Nigeria avait demandé le prêt lors d'une réunion à Washington. Il a déclaré qu'une partie du prêt serait utilisée pour organiser et réformer le secteur informel dans un secteur formel. Il existe de nombreux mineurs qui ont fait une exploration approfondie, mais passer à la production a été un défi. Donc pour ceux qui passent de l'exploration à l'exploitation et à l'exploitation minière actuelle, le ministre dans sa vision pense que leur donner de l'aide aiderait à stimuler l'industrie, en particulier les petits et moyens acteurs de l'industrie, a-t-il déclaré. Le ministre Fahimi a déclaré qu'il a également informé le président Muhammadu Buhari des efforts visant à freiner les mines illégales au Nigeria, un pays où la population reste sous-informée des dangers de la pratique informelle. En Tunisie, le gouvernement envisage de limiter l'importation de certains produits dans le but de lutter efficacement contre l'élargissement du déficit commercial. Cette mesure annoncée par le Premier ministre tunisien Youssef Chahed auprès des médias locaux vise également à protéger les réserves étrangères alors que la dépréciation du dinar, la monnaie tunisienne, s'accentue. En effet, le dinar tunisien a atteint son plus bas niveau depuis bientôt 2 semaines en s'échangeant à 2,57 € pour un dinar. Selon le chef du gouvernement tunisien, la chute du dinar reflète cet énorme déficit commercial. Youssef Chahed a annoncé qu'un conseil des ministres devrait se tenir les prochaines semaines pour examiner la situation en vue de définir les détails des restrictions. Rappelons que le déficit commercial de la Tunisie a augmenté de 57% pour atteindre 1,68 milliard de dollars au premier trimestre de l'année 2017 en raison d'un accroissement des importations et de la baisse considérable des exportations. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 € pour une bouteille de vin rouge et 15-20 € pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain. Le coton africain peine à s'imposer sur le marché international. À l'origine, la baisse de rendement, la contamination de la fibre ou encore la culture tributaire de la pluviométrie. À ces maux qui le rendent moins compétitif sur le marché mondial, s'ajoutent les subventions de certains pays riches à leurs producteurs, créant des distorsions au détriment des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Togo.
Nous tenons à ce que les États-Unis, l'Union européenne et autres pays respectent les règles internationales, mais nous devrions faire, nous aussi, notre devoir de maison, à savoir faire en sorte que notre coton soit un peu plus compétitif en utilisant, en exploitant tous les segments que ça offre pour justement renforcer cette compétitivité. Pour une meilleure compétitivité de la filière cotonnière africaine, d'aucuns préconisent qu'au niveau de la production, un certain niveau de rendement soit atteint. Il faut également œuvrer pour l'amélioration de l'image de la marque en respectant notamment les délais de livraison auprès des clients.